Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Ce soir, nouvelle compilation des threads d'horreur de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. De plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Installez-vous confortablement et commençons cette compilation. L'homme au chapeau. Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je vis dans un petit bled paumé du Texas. Du genre où les trottoirs se terminent dans les champs de coton et où l'excitation du vendredi soir se résume à un match de foot. Ma vie est aussi monotone qu'un coucher de soleil sur la prairie. Mais il y a un peu plus de 3 ans, j'ai été propulsé vers une aventure aussi inattendue que terrifiante. C'était un samedi après-midi d'été. La chaleur écrasait le bitume. Ce jour-là, je suis avachi sur le porche, l'esprit vide, quand le téléphone sonne. C'est Tania, ma cousine. Sa voix est tremblante. Nico, tu as vu Tim aujourd'hui? Il est parti se balader ce matin et il n'est toujours pas rentré. Son portable est éteint et je commence à paniquer là. Ça m'inquiète directement. Tim, c'est son frère, il est super sympa. Un peu baroudeur sur les bords, mais toujours fiable. L'idée qu'il y soit arrivé quelque chose me serre le cœur. Sans réfléchir, je saute sur mon VTT et fonce vers le sentier que Tim aimait tant arpenter. Le soleil commence à décliner, et la forêt, habituellement paisible, semble respirer une atmosphère lourde et oppressante. Je pédale de plus en plus vite, mes pensées tourmentées par mille et un scénarios angoissants. Après une heure de recherche effrénée, je tombe sur le sac à dos de Tim, au pied d'un vieux chêne. Un sentiment de terreur m'envahit. Le sac est ouvert, quelques affaires éparpillées autour, comme si Tim avait lutté contre quelqu'un ou quelque chose. Pris d'une vague d'adrénaline, je m'enfonce dans la forêt, les yeux rivés sur le sol à la recherche du moindre indice. La lumière du soleil faiblit, laissant place à l'obscurité. J'allume ma lampe frontale, son faisceau tremblant perçant à peine les ténèbres qui m'entourent. Soudain, un craquement sec me fait sursauter. Je me stoppe, tous mes sens en alerte. Le silence est écrasant. Je retiens mon souffle, écoutant attentivement. Un nouveau craquement, plus proche cette fois. Mon cœur cogne dans ma poitrine. J'avance prudemment, ma lampe balayant les environs. La peur me glace le sang. Au loin, j'aperçois une faible lumière vacillante. Une lueur d'espoir dans cette nuit noire comme l'encre. Je me dirige dans cette direction, mes jambes tremblant d'épuisement et de terreur. En m'approchant, je distingue une vieille cabane en bois décrépite et abandonnée. La lumière provient d'une fenêtre cassée au premier étage. Je grimpe le long du mur de bois vermoulu et en me hissant sur le rebord de la fenêtre, je jette un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pièce poussiéreuse, Tim est ligoté à une chaise, bâillonné et terrorisé. Ses yeux écarquillés expriment une détresse infinie. Un sentiment de rage et de détermination m'enveloppe. Je saute dans la pièce, brisant la vitre d'un coup de poing. Tim sursaute, surpris. Je dégage le bâillon de sa bouche, pressant mes doigts contre mes lèvres pour lui signifier le silence. Ne bouge pas, je vais te libérer. Mes mains tremblent alors que je défais les cordes qui le retiennent. Qui a fait ça? Il n'a pas le temps de me répondre. Un bruit sourd retentit en bas. On se fige, retenant notre souffle. Des pas lourds montent les escaliers en craquant. Cache-toi. J'ai attrapé un morceau de bois pointu qui traînait sur le sol. C'était mon seul moyen de défense. La porte de la pièce est ouverte avec fracas. Un homme grand et massif, le visage caché sous un large chapeau, s'est engouffré dans la pièce. Il tient un couteau à la main. En me voyant, il est surpris. Qu'est-ce que tu fous ici? Je le dévisage, incapable de parler, la peur serrant ma gorge comme un étau. L'homme a poussé un juron et s'est avancé d'un pas vers moi. J'ai levé la main, prêt à me défendre, tout en cherchant désespérément une solution. Soudain,
un coup de feu retentit. L'homme s'est mis à tituber et porter la main à son épaule. Un cri de douleur s'échappe de ses lèvres. On s'est retourné pour voir un shérif, arme au poing, debout sur le pas de la porte. C'était le shérif Peterson. Il avait suivi mes traces et était probablement arrivé grâce au bruit de la vitre brisée. L'homme au chapeau a profité de notre surprise pour s'enfuir en sautant par la fenêtre. Le shérif a tiré à nouveau, mais l'homme a disparu dans la nuit. Puis il nous a emmenés au commissariat, où il nous a fallu raconter notre histoire encore et encore. L'affaire s'est avérée complexe. L'homme blessé était un braconnier connu, recherché depuis des mois. La maison sectaire. Je m'appelle Lisa, j'ai 17 ans, et je viens de déménager avec ma famille dans une petite ville perdue du Maine. Mon père a obtenu une promotion inespérée et a sauté sur l'occasion de quitter la grande ville de New York pour une vie plus paisible à la campagne. Moi, je suis loin d'être enthousiaste. J'adore l'effervescence de la ville, mes amis, mes habitudes. Mais mes parents sont déterminés à nous offrir une nouvelle vie. Une vie qu'ils jugent meilleure, plus simple, plus sûre. Dès notre arrivée, je suis frappé par l'atmosphère étrange qui enveloppe la ville. Les gens sont peu accueillants et les maisons semblent se refermer sur elles-mêmes, comme si elles gardaient jalousement leurs secrets. Notre nouvelle maison est au bord d'un lac brumeux. Dès le premier pas à l'intérieur, je ressens une sensation de malaise, comme si on m'observait. La nuit, des bruits étranges ont commencé, des murmures chelous, des craquements dans le plancher, des portes qui grincent à s'ouvrir et à se fermer sans raison apparente. Je me réveille souvent en sueur, persuadé d'avoir vu une ombre dans le coin de ma chambre. Mes parents, eux, ne semblent pas s'apercevoir de ces phénomènes. Ils attribuent mes terreurs nocturnes à l'imagination débordante d'une adolescente et me conseillent de prendre l'air frais pour me calmer. Mais ça ne fait rien contre les murmures qui me poursuivent dans mes rêves et les apparitions fugaces qui hantent ma chambre. Je suis de plus en plus convaincu que notre maison n'est pas vide, qu'elle abrite une entité invisible et malveillante. Ne pouvant plus vivre dans cette peur constante, je décide de mener ma propre enquête. Je passe des heures à fouiller dans les archives de la ville, à la recherche d'informations sur le passé de cette maison. Je découvre qu'elle a appartenu à une famille riche et influente, il y a une vingtaine d'années. Mais un drame terrible s'est produit. Le fils unique de cette famille avait disparu sans laisser de traces. La famille, accablée par le chagrin, avait quitté la maison, et le mystère du garçon disparu n'a jamais été résolu. La maison est restée longtemps inhabitée, jusqu'à ce qu'un promoteur la rénove et la remette en vente, ce qui fait de nous les nouveaux proprios. Et j'ai eu un frisson d'horreur en lisant ça. Est-ce que c'est l'esprit du jeune garçon qui hante la maison? C'est lui qui murmure la nuit? Un jour, en me promenant dans la ville, je tombe sur une vieille dame assise sur un banc devant le cimetière. Son regard, empreint de tristesse et de sagesse, m'a immédiatement attiré. Je lui ai raconté les événements étranges qui se sont déroulés dans la maison et lui ai demandé si elle savait quelque chose. La vieille dame a hoché la tête lentement, un voile de tristesse couvrant ses yeux. Cette maison est maudite. Elle m'explique que les parents du jeune garçon disparu faisaient partie d'une sorte de secte qui pratiquait la magie noire et des rituels sataniques. Elle les soupçonne d'avoir sacrifié leur enfant lors d'un rituel occulte, mais la police n'en a trouvé aucune preuve. Au bout de quelques semaines à subir tous ces phénomènes, encore et encore, j'en ai discuté avec mes parents, qui ont compris ma détresse. On a donc décidé que je reparte à New York vivre chez ma tante. Depuis, je me sens bien mieux, et je peux enfin me concentrer sur mes études. Panique dans le parc. Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans et je vis dans une petite ville du Midwest américain. Ce week-end, j'ai prévu de partir camper avec mes amis dans un parc national situé à quelques heures de route.
On a tous hâte de se retrouver en pleine nature, loin de la ville, profiter du grand air et de la tranquillité. On arrive au parc en fin d'après-midi. Le soleil commence à décliner, laissant place à une douce lumière dorée. On installe notre camp dans une clairière paisible, à proximité d'un petit lac. L'ambiance est détendue. On rigole, on se raconte des histoires et on prépare le barbecue près du lac pour le dîner. La nuit tombe et les bruits de la forêt, habituellement rassurants, semblent maintenant menaçants. On se serre un peu plus les uns contre les autres, racontant des histoires de fantômes pour se faire flipper un peu. Soudain, un cri strident déchire le silence de la nuit. On se raidit tous instantanément. Le cri vient de notre campement, un peu plus haut. On se précipite vers le bruit, lampe torche à la main. On arrive au campement et on découvre avec horreur que Samia, l'une de nos amies, n'est plus là. Sa tente est ouverte. Son sac de couchage est par terre, mais elle a disparu sans laisser de traces. La panique s'empare de nous. On l'appelle, on fouille les environs, mais Samia est introuvable. On décide d'alerter les secours, mais le réseau téléphonique est inexistant dans la zone. On se répartit en groupe pour chercher Samia dans la forêt. L'obscurité est totale. Seules nos lampes torches éclairent un chemin étroit et sinueux. Les bruits de la nuit nous enveloppent dans une atmosphère de plus en plus oppressante. Après une heure de recherche infructueuse, on se retrouve tous ensemble, épuisés et terrifiés. Samia reste introuvable, et la peur commence à prendre le dessus. Soudain, on aperçoit une lumière au loin. On se dirige vers elle et on découvre une vieille cabane en bois perdue au milieu des arbres. On frappe à la porte, mais personne ne répond. À l'intérieur de la cabane, il fait noir et poussiéreux. On allume une bougie et on découvre un vieux fauteuil à bascule, une table et quelques chaises. Une sensation de malaise nous envahit, comme si la cabane était hantée par des souvenirs douloureux. Puis, on entend un bruit derrière nous. On se retourne et on voit une silhouette dans l'obscurité. On braque la bougie vers la silhouette et on découvre un vieil homme, barbu et hirsute, qui nous regarde avec des yeux inquiets. Le vieil homme nous explique qu'il vit dans la forêt depuis des années, solitaire et oublié du monde. Et il nous raconte qu'il a vu notre ami courir dans la forêt, qui semblait poursuivi par quelque chose. Il nous avertit que la forêt est dangereuse, qu'un esprit maléfique y rôde depuis des siècles. Il nous donne une carte pour nous aider à trouver notre chemin et nous supplie de quitter cet endroit au plus vite. Au petit matin, on quitte la cabane et on suit la carte du vieil homme. Après plusieurs heures de marche, on arrive enfin sur une route où l'on peut appeler les secours. Quelques heures plus tard, la police arrive et on leur raconte tout ce qui s'est passé. Ils organisent des recherches dans la forêt. Sa mère est retrouvée quelques jours plus tard, saine et sauve, mais traumatisée par son expérience. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé dans la forêt cette nuit-là. Le vieil homme et son histoire ont disparu sans laisser de traces. Mais une chose est sûre, on n'oubliera jamais cette nuit de terreur. Enquête à l'hôtel. Moi, c'est Amy, j'ai 25 ans et je suis journaliste indépendante. Je parcours les États-Unis à la recherche d'histoires insolites à raconter. Aujourd'hui, je me trouve dans une petite ville, nichée au cœur des montagnes du Vermont. C'est une ville fantôme, abandonnée depuis des décennies, à la suite d'une série d'événements tragiques. On raconte que l'hôtel, autrefois une destination prisée, est devenu le foyer d'une entité maléfique qui tourmente les âmes perdues qui s'y aventurent. Intrigué par les légendes locales, j'ai décidé de passer la nuit dans cet hôtel, bravant les avertissements. J'ai pris la décision de m'installer dans une des chambres au rez-de-chaussée et me suis préparé à passer une nuit blanche, mon carnet et mon stylo à la main, prêt à noter tous les événements paranormaux que je pourrais observer. Dès la nuit tombée, l'hôtel s'est enveloppé d'une atmosphère pesante. Des bruits étranges résonnent dans les couloirs, des murmures indistincts semblent flotter dans l'air. Je me barricade dans ma chambre et j'essaye de me concentrer sur mon travail, mais l'angoisse grandit en moi. Soudain, j'entends un bruit sourd provenant du couloir. Je retiens mon souffle et m'approche prudemment de la porte. En collant mon oreille contre le bois,
J'entends des pleurs étouffés, des sanglots déchirants qui me glacent le sang. Intrigué, j'ouvre la porte d'un coup sec. Le couloir est vide, plongé dans une obscurité totale. Mais alors que je m'apprête à entrer dans ma chambre, une silhouette fantomatique apparaît devant moi. C'était une jeune femme, vêtue d'une robe d'époque, son visage rempli de larmes. Elle disparut aussi vite qu'elle est apparue. J'ai décidé de fouiller les archives de l'hôtel à la recherche d'indices sur son identité. Je me rends donc dans le bureau du directeur, et là, la femme fantomatique réapparaît juste devant moi. Elle m'indique une des lattes du plancher sous le bureau. En soulevant la latte, je trouve une boîte métallique. À l'intérieur, il y a un petit carnet qui semble appartenir au directeur de l'hôtel. En le lisant, je comprends que le meurtrier n'est autre que le fils du directeur, qui n'avait que 17 ans au moment des faits. J'ai contacté la police, leur fournissant les preuves que j'avais rassemblées. Puis j'ai rédigé un article exposant la vérité sur les crimes du fils du proprio et l'ai envoyé à tous les médias locaux. Quelques jours plus tard, l'hôtel a été envahi par la police. Le fils du propriétaire a été arrêté et les crimes qu'il avait commis ont été révélés au grand jour. Cet hôtel a été détruit depuis, ses secrets enfouis dans les mémoires locales. Mais pour moi, cette nuit restera gravée à jamais dans mon cœur. J'ai non seulement vécu une expérience paranormale, mais j'ai également aidé à résoudre une enquête. La traque nocturne. Moi, c'est Sam. J'ai 21 ans et je vis à New York, la ville qui ne dort jamais. Ce soir, je suis invité à une soirée chez une amie, Awa, qui habite dans un quartier branché de Manhattan. Je suis hyper excité, prête à passer une nuit inoubliable à faire la fête et à danser. Vers 22h, je quitte mon appartement, impatiente de retrouver mes amis. La nuit est tombée, les rues sont animées, les lumières des néons illuminent les trottoirs. Je marche d'un bon pas, profitant de l'ambiance festive. Arrivé chez Awa, je suis accueilli par une foule de gens. La musique est à fond, l'ambiance est électrique. Je me mêle aux invités, bavarde, rigole et profite du moment. Les heures passent à une vitesse folle. Je suis complètement absorbé par la fête. À un moment, je décide de sortir prendre l'air. Je me faufile à travers la foule, rejoins le balcon et m'appuie sur la rambarde. La vue sur la ville est magnifique. Les gratte-ciel scintillent comme des étoiles. Soudain, un frisson me parcourt le dos. En regardant en bas dans la ruelle, j'aperçois une silhouette sombre dans l'ombre. La personne me fixe, immobile. Un sentiment de malaise m'envahit. Je rentre alors rapidement à l'intérieur pour rejoindre mes amis, mais l'image de la silhouette reste gravée dans mon esprit. Je raconte ce que j'ai vu à Awa, mais elle rit et me rassure, pensant que je suis juste un peu parano. La soirée se poursuit, mais je me sens de plus en plus angoissé, comme si j'étais traqué. Je décide de partir, prétextant un mal de crâne. Je quitte l'appartement. Les rues sont désertes, seuls les bruits de mes pas sur le bitume résonnent. Je marche vite, essayant de ne pas penser à la silhouette. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne brusquement, mais je ne vois rien. Je me persuade que je suis parano et continue mon chemin. Quelques minutes plus tard, j'entends de nouveau un bruit et je me retourne à nouveau et aperçois l'ombre qui me suit. La panique monte en moi. Je me mets à courir. Je me retrouve dans un quartier inconnu. Les rues sont étroites et sombres. Je suis perdu, épuisé et apeuré. L'ombre est toujours derrière moi. Je la sens se rapprocher. Je me réfugie dans un immeuble, espérant y trouver un abri. Je monte les escaliers dans le noir. Mon cœur est sur le point d'exploser. Je me cache dans une pièce sombre et retiens mon souffle. Mais l'ombre me retrouve. J'entends la porte s'ouvrir lentement. Et dans la pénombre, je distingue sa silhouette menaçante. Je me mets à hurler, mais personne ne m'entend. L'ombre s'approche de moi, ses intentions sont claires. Je suis piégé, livré à ma terreur. Réunissant tout mon courage, je me jette sur lui et le bouscule.
Je profite de sa surprise pour m'enfuir, courant à travers les couloirs sombres de l'immeuble. J'arrive enfin à une fenêtre et l'ouvre en grand. Je saute, atterrissant dans une rue, et je cours sans m'arrêter jusqu'à ce que je retrouve les rues animées de Manhattan. Je suis en sécurité, mais je suis traumatisé. L'image de l'ombre me hante, et je sais que je ne pourrai plus jamais me promener seul dans la nuit. Plus de batterie. Je m'appelle Marco, j'ai 24 ans et je vis à Rome. Aujourd'hui, je pars en vadrouille avec mes amis, Luca et Giulia, pour un week-end à Florence. On a emprunté la vieille voiture de mon père et on est impatient de découvrir des paysages magnifiques. Vers 18h30, on quitte Rome, la musique à fond, chantant à tue-tête. Le soleil commence à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de violet. On roule sur la route, profitant de la liberté et de l'excitation du voyage. À mi-chemin, la voiture commence à brouter, perdant de la puissance. On se regarde inquiet et Luca, qui est au volant, essaie de la stabiliser. Mais rien n'y fait. La voiture perd de plus en plus de vitesse et finit par s'arrêter sur le bord de la route. La nuit est tombée. Il fait noir tout autour. On est seul, perdu au milieu de nulle part. On essaie de redémarrer la voiture, mais en vain. La batterie est à plat. On décide de rester dans la voiture, en attendant le secours routier. On bavarde pour tuer le temps, mais on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine angoisse. Soudain, on entend un bruit de craquement dans la forêt qui borde la route. On se fige un instant, et on ne fait plus le moindre bruit pour ne pas attirer l'attention. Mais ça se rapproche. On est terrifié. On ne sait pas ce qui se passe. On se recroqueville dans nos sièges, prêt à tout pour nous protéger. Le bruit se transforme en grognement menaçant. On distingue plusieurs silhouettes massives dans la pénombre qui se dirigent vers nous. On est paralysé par la peur, incapable de bouger. Elles se rapprochent de plus en plus, leurs yeux brillants dans la nuit. On découvre alors qu'il s'agit d'énormes loups. Ils nous encerclent, nous reniflent, nous intimident. On crie en essayant de leur faire peur, mais ils restent là, menaçants. On est piégé. Soudain, les phares de la dépanneuse éclairent la scène. Les loups, surpris, s'enfuient dans la forêt. On est sauvés. Le dépanneur se dépêche de remorquer la voiture et on se casse en vitesse. On le remercie 1000 fois, encore tremblant de peur. On arrive enfin à Florence, épuisé et traumatisé par cette expérience terrifiante. Le clown de Rome. Je m'appelle Marcello, et à l'époque où mon expérience s'est passée, j'avais 15 ans. Ce soir-là, le soleil s'est couché depuis longtemps, et j'erre dans le quartier, rentrant chez moi après une soirée entre amis. Les rires et les conversations animées encore dans ma tête s'estompent peu à peu. Je traverse la Piazza di Santa Maria in Trastevere, déserte à cette heure tardive. Les réverbères jaunâtres éclairent faiblement les façades des bâtiments anciens qui m'entourent. J'ai un peu la trouille, comme si une présence me surveillait dans l'obscurité. Soudain, un bruit sinistre me fait sursauter. Un rire strident, comme un écho venu des enfers, résonne dans la nuit. Je me retourne brusquement, mais la place est vide. La solitude m'envahit, et le silence qui suit le rire me semble encore plus pesant. Je me persuade que c'est mon imagination qui me joue des tours, et je continue mon chemin. Mais plus j'avance, plus le sentiment de malaise me gagne. Mes pas résonnent sur les pavés, et chaque ombre semble se transformer en une menace. Je tourne à un coin et me retrouve face à un homme. Il est grand et vêtu d'un long manteau noir qui traîne sur le sol. Son visage est caché par un chapeau sombre, et sa silhouette dégage une aura menaçante. Je me fige, paralysé par la peur qui s'empare de moi. L'homme s'approche lentement, ses pas résonnant lourdement sur les pavés.
Je veux fuir, mais j'ai les jambes tremblantes. Je suis comme un lapin, pris dans les phares d'une voiture, incapable de détourner le regard du danger qui approche. L'homme se tient maintenant juste devant moi. Il tend la main vers son visage et retire son chapeau. Sous le chapeau, un masque de clown, grimaçant, me fixe de ses yeux vides et noirs. Un sourire sinistre s'étale sur ses lèvres, peint en rouge vif, dévoilant des dents jaunies et cariées. Je pousse un cri de terreur et m'enfuis en courant. Le clown me poursuit, son rire strident résonnant dans mes oreilles. Je ne sais pas où je cours. Je me perds dans les ruelles, courant à perdre haleine. Le clown est toujours derrière moi. Son rire est de plus en plus proche. Je sens ses pas lourds derrière moi et j'imagine ses mains prêtes à m'attraper. Je débouche enfin sur une place éclairée et tombe à genoux, épuisé et terrifié. Je regarde autour de moi, mais le clown a disparu. Est-ce que ce clown est réel? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais cette nuit-là. Les jours suivants, ce souvenir me hante. Je n'ose plus sortir seul le soir. Et chaque bruit me fait sursauter. Je me sens observé. Un soir, alors que je suis chez moi, j'entends un rire provenant de la rue. Je me précipite à la fenêtre, mais je ne vois rien. Le rire a cessé et le silence est revenu. Je suis persuadé que le clown est de retour. Le lendemain, je décide de me confier à mes amis. Ils me prennent d'abord pour un fou, mais finissent par en croire, et ils voient la terreur dans mes yeux. Ils me conseillent de voir un psy. Pour essayer d'en savoir plus, je me rends dans les ruelles du Trastevere, interrogeant les habitants du quartier. Mais personne ne semble connaître le clown. Un jour, alors que je suis dans un vieux café, je tombe sur un vieil homme. Il me raconte une légende urbaine qui circule dans le quartier depuis des années. Il parle d'un clown maléfique qui hante les rues de Rome, s'attaquant aux enfants innocents. Depuis, je ne sors plus le soir dans ces ruelles. Faites attention. Si cette légende est vraie, et je le crois, vous pourriez être le prochain. La cabane de Brooklyn. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans. Je rentre chez moi après une journée de cours, mon sac à dos pesant sur mes épaules et mes pensées perdues dans le vague. Le soleil se couche sur Brooklyn, projetant une lumière orangée sur les buildings de briques rouges. Je traverse le parc de McCarren, habituellement animé à cette heure-ci, mais aujourd'hui c'est désert. Un silence étrange règne, l'ambiance est vraiment bizarre. Je me dirige vers la sortie du parc, située à l'extrémité nord. En chemin, je passe devant une cabane en bois délabré, cachée derrière un bosquet d'arbres. Je ne l'avais jamais remarquée auparavant, et la curiosité m'attire vers elle. La cabane est petite et usée. Ses planches de bois grises sont rongées par le temps. Les fenêtres sont brisées, mais barricadées avec des planches, laissant à peine entrevoir un intérieur sombre et poussiéreux. Je ne suis pas à l'aise, mais je ne peux m'empêcher de m'approcher. Je pousse la porte, qui s'ouvre lentement dans un grincement sinistre. L'intérieur est sombre et rempli de toiles d'araignée. Une odeur de renfermé me prend à la gorge et je tousse. Je m'avance prudemment dans la cabane, mes yeux s'adaptant peu à peu à la pénombre. Des meubles cassés et des objets poussiéreux jonchent le sol. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne brusquement, mais je ne vois rien. Mais je sens une présence autour de moi. La peur me prend aux tripes, et je veux fuir cet endroit. Je me précipite vers la porte, mais elle se referme brusquement devant moi. Je suis coincé dans la cabane, enfermé dans cet endroit sinistre. La panique s'empare de moi. Je frappe à la porte de toutes mes forces. Je suis seul, avec une présence invisible qui me guette dans l'ombre. Les heures s'écoulent et la nuit tombe. Je suis assise par terre, tremblante de peur et de froid. J'ai faim, j'ai soif et j'ai envie de pleurer.
Soudain, j'entends un bruit. Et là, je vois une silhouette dans l'obscurité. Une grande silhouette, mince et sombre. Elle se rapproche de moi. Je pousse un cri de terreur et ferme les yeux, m'attendant à une attaque violente. Mais rien. J'ouvre lentement les yeux et la silhouette a disparu. La cabane est toujours plongée dans l'obscurité, mais la présence semble s'être éloignée. Je me lève avec difficulté et tente de forcer la porte, mais elle est trop solide. Je ne parviens pas à l'ouvrir. Je suis condamné à rester ici, dans cette cabane maudite. Le temps passe lentement, chaque minute me paraissant une éternité. Je pense à ma famille, à mes amis, et je me demande s'ils me retrouveront un jour. Enfin, les premiers rayons du soleil. Je me précipite vers la porte et la tire de toutes mes forces. Elle cède, et je tombe par terre, épuisé et soulagé. Je me relève et cours vers la sortie du parc, sans regarder derrière moi. Je ne veux plus jamais revenir dans cet endroit, ni même penser à cette cabane. La femme au masque. Moi, c'est Tanjiro. J'ai 17 ans et je vis à Séoul, en Corée. Ce soir, je rentre chez moi après une soirée chez mon meilleur ami, le cœur léger et l'esprit rempli de rires et de souvenirs. Je traverse le quartier de Gangnam, habituellement animé à cette heure-ci. Mais ce soir, une étrange atmosphère règne dans les rues. Les gens marchent vite, la tête baissée, comme s'ils voulaient fuir une menace. Je me dirige vers la station de métro, située à quelques minutes de chez mon pote. Mais plus je m'approche, plus un sentiment de malaise m'envahit. J'ai l'impression que des yeux me fixent. Je descends dans la station de métro, presque déserte à cette heure tardive. Je n'entends que le bruit des trains qui passent. Je prends le métro pour rentrer chez moi, mais je me sens de plus en plus mal à l'aise. J'ai le sentiment d'être suivi, comme si on me surveillait de près. Je descends à ma station et sors du métro. La rue est sombre et déserte, éclairée uniquement par les réverbères jaunâtres. Je me précipite vers chez moi, mon cœur battant la chamade. D'un coup, j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne, mais il n'y a pas un chat. La rue est vide. Je continue mon chemin, et je ne peux m'empêcher de regarder derrière moi, à chaque pas, comme si quelqu'un allait me faire du mal. J'arrive enfin chez moi et ouvre la porte précipitamment. Je rentre rapidement dans mon appart et ferme la porte à clé derrière moi. Je suis en sécurité, mais je ne peux me débarrasser de la sensation de terreur qui m'envahit. Je suis persuadé que quelqu'un me traque et veut me faire du mal. Je n'en parle pas à mes parents et passe la nuit enfermé dans ma chambre, incapable de dormir. Je sursaute au moindre bruit et mon imagination me joue des tours. Le lendemain matin, je parle de mon étrange sensation à mes parents. Je leur raconte ce qui s'est passé, mais ils ne me prennent pas au sérieux. Ils pensent que j'ai trop d'imagination. Les jours suivants, je n'ose plus sortir seul le soir. Et j'ai toujours cette sensation bizarre. Un soir, alors que je suis chez moi, j'entends un bruit à ma fenêtre. Je me précipite vers elle et regarde dehors. Dans la pénombre de la rue, je vois une silhouette. Une silhouette féminine. Vêtue de noir et portant un masque blanc qui cache son visage. Je pousse un cri de terreur et recule. La silhouette s'approche de la fenêtre. Et je peux voir ses yeux brillants dans le noir et son sourire sinistre me glace le sang. Puis elle disparaît d'un coup, me laissant complètement terrorisé. Ça s'est reproduit à plusieurs reprises, sur plusieurs semaines. Mais là, ça fait un moment que je ne la vois plus. Mais j'ai peur. Je ne sais pas si elle va revenir. Les yeux dans le noir. Moi, c'est Sofia, 25 ans, et je vis à Barcelone. La ville des tapas, des plages ensoleillées
et des secrets terrifiants. Je suis journaliste indépendante et j'ai toujours été attiré par les histoires sombres et les faits divers macabres. Ce soir, je me suis lancé dans une enquête qui me glace le sang. Un mystérieux stalker terrorise les rues de Barcelone. Tout a commencé il y a quelques semaines avec une série de plaintes pour harcèlement. Des femmes, seules la nuit, affirment avoir été suivies par un individu masqué, aux yeux perçants, qui les observait dans le noir. La police n'a trouvé aucune trace du stalker, et la panique monte dans la ville. J'ai décidé de mener ma propre investigation, déterminé à démasquer ce prédateur nocturne. J'ai passé des jours à parcourir les forums et les réseaux sociaux, analysant les témoignages des victimes. La description était toute identique. Un homme grand et mince, vêtu de noir, avec des yeux qui brillaient dans l'obscurité. Plus j'avançais dans mon enquête, plus la terreur grandissait en moi. J'avais l'impression d'être observé, comme si le stalker était partout, à chaque coin de rue. Un soir, alors que je rentrais chez moi tard, j'ai ressenti une présence derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Pourtant, j'étais certaine d'avoir senti quelqu'un me suivre. J'ai accéléré le pas, mon cœur battant la chamade. En arrivant chez moi, j'ai failli m'évanouir de terreur. Une silhouette sombre se tenait dans le couloir d'entrée des appartements. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai appelé la police. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard, mais le stalker avait déjà disparu. Depuis cette nuit, je vis dans la peur constante. Je ne sors plus seul le soir, et je sursaute au moindre bruit. Je suis hanté par les yeux perçants du stalker. Mais je n'ai pas renoncé à mon enquête. Je suis déterminé à le retrouver, à le démasquer et à le faire payer pour ses crimes. J'ai commencé à suivre ses traces, analysant chaque détail, chaque indice. Je me suis plongé dans les bas-fonds de la ville, fréquentant des bars malfamés et interrogeant des criminels. Au fil des jours, j'ai découvert un monde sombre et terrifiant. Un monde où le mal règne en maître. J'ai compris que le stalker n'était pas un simple harceleur, mais un individu dangereux, capable des pires atrocités. Plus je m'approchais de la vérité, plus le danger se rapprochait de moi. J'ai reçu des menaces anonymes. J'ai été suivi et j'ai échappé de justesse à une agression. Mais je n'ai pas lâché prise. Je savais que je devais continuer, pour les victimes, pour moi-même. Enfin, après des semaines d'enquête, j'ai trouvé son repère. Un lieu sordide et oublié, caché dans les entrailles de la ville. J'ai rassemblé mon courage et me suis infiltré dans son antre. J'ai avancé dans le noir, guidé par une lampe torche et tremblante de peur. Et puis je l'ai vu. Le stalker était là, assis dans l'ombre, ses yeux brillants dans le noir. J'ai eu peur, une peur terrible, mais je n'ai pas reculé. Je savais que je ne devais pas reculer. Je me suis mis à réfléchir le plus vite possible. Comment procéder? Si je prends mon tel pour appeler la police, va-t-il m'entendre? Au bout de longues minutes à essayer de trouver une solution, l'occasion s'est présentée. Il s'est levé et est allé aux toilettes. C'était ma chance, je devais la saisir. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés quelques minutes après et l'ont arrêté. J'ai enfin réussi à le démasquer, à le mettre hors d'état de nuire. Mais la peur n'a pas disparu pour autant. Le traumatisme de ces dernières semaines m'a marqué à jamais. Même si le stalker est derrière les barreaux, son ombre continue de planer sur moi. J'ai quitté mon appartement, incapable de supporter le souvenir de la silhouette observatrice devant ma porte. J'ai déménagé dans un quartier plus animé, espérant ainsi retrouver un semblant de normalité. Peine perdue. La nuit, les bruits de la ville se transforment en chuchotements menaçants. Chaque ombre me fait sursauter, chaque regard insistant me glace le sang. Je dors peu, hanté par des cauchemars où le stalker me poursuit dans les ruelles sombres de Barcelone. Ses yeux brillants me transpercent dans l'obscurité, et son rire glaçant résonne dans mes oreilles. Je suis devenu paranoïaque, suspectant tout le monde. Mon entourage s'inquiète,
mais je ne peux m'empêcher de voir un potentiel stalker dans chaque inconnu que je croise. J'ai décidé de consulter un psychologue spécialisé dans les troubles du stress post-traumatique. Il m'assure que la peur finira par s'estomper, mais pour l'instant, elle me tient prisonnière. Parallèlement, mon enquête a pris un tournant inattendu. La police a découvert un réseau de voyeurs et de harceleurs bien plus large que prévu. Le stalker que j'ai démasqué n'était qu'une pièce du puzzle. Je suis devenu une source d'informations précieuses pour les enquêteurs. Je les aide à établir des profils psychologiques, à comprendre le fonctionnement de ces individus dérangés. Mais cette collaboration a un prix. Je replonge constamment dans l'horreur, revoyant les témoignages des victimes, écoutant les enregistrements des appels d'urgence. Je suis tiraillé entre le besoin de justice et l'envie de fuir. Je veux aider les autres, mais j'ai peur de sombrer dans la folie. Le pire, c'est que je ne sais pas si je serai capable de reconnaître un nouveau stalker. S'il me suivait à nouveau, le remarquerais-je à temps? Est-ce que je saurais me défendre cette fois? Ces questions me rongent jour et nuit. Je vis dans un état d'hypervigilance constant, épuisé par la peur et le manque de sommeil. Parfois, je me demande si je retrouverai un jour la vie d'avant. La vie d'une journaliste curieuse, mais pas hantée. La vie d'une femme qui sort seule le soir sans avoir peur de son ombre. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je continue à avancer, un jour à la fois, en espérant que la lumière finira par percer les ténèbres qui me rongent. Si tu es encore là après ces récits, tout d'abord merci. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de cette compilation. La Cabache. Je m'appelle Nassim, j'ai 17 ans et je rentre chez moi après un week-end chez des potes. La nuit est déjà tombée et les ruelles de la Cabache, d'habitude blindées de monde, sont désertes. Il n'y a que les chats errants et les rats qui osent s'aventurer dans ce labyrinthe de rues. Je traîne des pieds, la tête baissée, plongé dans mon téléphone. Surpris par un silence soudain, je lève la tête et je me rends compte qu'il n'y a plus une lumière. La Cabache est plongée dans une obscurité totale. Ça me fout la trouille. Je serre mon téléphone contre moi, comme s'il pouvait me protéger du danger. J'accélère le pas, pressé de rentrer chez moi. Je tourne dans un dédale de ruelles étroites, essayant de retrouver ma route. Mais les ruelles semblent toutes identiques. Comme si la Cabache se jouait de moi. La peur commence à monter en moi, comme une vague qui me submerge peu à peu. Je m'arrête d'un coup, avec l'impression d'être suivi. Mais quand je me retourne, je ne vois rien. Mon cœur s'accélère. Je me sens perdu. J'entends un bruit. Je me retourne, flippé. Là, je vois une ombre dans l'obscurité. Une silhouette qui grandit et se rapproche de moi. J'ai envie de gueuler, mais ma voix est coincée dans ma gorge. Elle est juste devant moi maintenant. C'est un homme. Son visage est caché dans l'ombre de sa capuche. L'homme tend la main vers moi et il a un couteau. Sa lame brille faiblement dans la nuit. Je ferme les yeux en pensant que je vais y passer. Mais rien. J'ouvre les yeux et l'homme n'est plus là. Je suis sous le choc. Je m'affale contre le mur, mes jambes tremblent. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer, mais je sais que je l'ai échappé belle. Je reprends mon souffle, me relève lentement et continue mon chemin, terrorisé mais déterminé à rentrer chez moi. J'arrive enfin à la maison et j'ouvre la porte d'un geste brusque et cours à l'intérieur. Je m'enferme dans ma chambre et je ne bouge plus pendant des heures. Je n'arrête pas de penser à cet homme. Je me réveille avec des cernes sous les yeux. Je suis encore traumatisé par les événements de la nuit dernière. Je décide d'aller au commissariat pour porter plainte. Mais quand je raconte mon histoire aux policiers, ils ne me croient pas. Je continue d'avoir des cauchemars. Je ne me sens plus en sécurité. J'ai l'impression d'être constamment surveillé. Un jour,
En marchant dans la rue, j'aperçois l'homme au couteau. Il est assis sur un banc et me fixe du regard. Je me mets à courir, paniqué. J'ai mis du temps à oublier cette histoire. Mais heureusement, je n'ai plus jamais revu cette personne. La porte verrouillée. Je m'appelle Sergio, j'ai 27 ans et je vis à Buenos Aires, en Argentine. Je suis un type normal, et je n'ai jamais cru aux légendes urbaines, jusqu'à ce que je vive la mienne. C'est une nuit d'été étouffante, et je rentre chez moi après une longue journée de travail. Mon appartement se trouve dans un vieux bâtiment au couloir sombre, dans le centre-ville. En ouvrant la porte de mon appartement, je remarque quelque chose d'étrange. Une porte au fond du couloir. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle est là, robuste, en bois massif, avec un gros cadenas rouillé. Je m'approche, intrigué. Il est écrit sur une note jaunie, collée dessus, « Ne pas ouvrir ». Mais je suis curieux, alors je tente de l'ouvrir, mais elle est solidement verrouillée. Je colle mon oreille contre cette porte, espérant entendre quelque chose, et j'entends un murmure, faible, presque imperceptible. « Sergio ». Je recule, surpris mais surtout effrayé. Je me dépêche de rentrer dans mon appartement. Le lendemain, je demande des infos au concierge à propos de cette porte. Il devient blanc comme un linge et me regarde avec des yeux ronds. Tu ne dois pas ouvrir cette porte. C'est là que ça s'est passé. Quoi donc? Il a baissé la voix et m'a raconté l'histoire d'un locataire qui avait disparu sans laisser de traces il y a des années. La dernière fois qu'il avait été vu, c'était près de cette porte. Les nuits suivantes, les murmures se sont invités chez moi. Il m'appelle, me supplie d'ouvrir la porte. Je résiste tant bien que mal, mais la tentation est trop forte. Alors une nuit, armé d'une pince et d'une lampe torche, je décide de briser le cadenas. Et ce que j'ai trouvé derrière cette porte a changé ma vie à jamais. Un escalier en colimaçon qui semble descendre dans les entrailles de la terre. Je descends, la lumière de ma torche éclaire les murs humides. En bas des escaliers, une pièce est éclairée par une lumière rougeâtre. Et là, au centre, je vois une chaise avec des chaînes. Sur le sol, il y a des traces de lutte, des inscriptions étranges et une photo. Une photo de moi, enfant. J'ai la tête qui tourne. Tout vacille autour de moi. Je m'écroule. Quand je me réveille, je suis dans mon lit, la photo à la main. Depuis cette expérience, je vis dans la peur. La peur de ce que j'ai vu. La peur de ces murmures qui ne me quittent plus. Je partage mon expérience ici, non pas pour chercher de l'aide, mais pour vous avertir. Si vous entendez des murmures, si vous trouvez une porte verrouillée, ne l'ouvrez pas. Ne faites pas la même erreur que moi. La tournée macabre. Moi, c'est Jessica. J'ai 22 ans et je vis à Florence, en Italie. La ville des amoureux, des monuments historiques et des secrets macabres. Je suis étudiante en art, passionnée par les mystères et les légendes qui hantent la ville. Ce soir, je me lance dans un défi un peu fou. Une visite nocturne des lieux les plus macabres de Florence. Muni de mon appareil photo et d'une lampe torche, j'arpente les rues désertes. Mon premier arrêt, la Piazza Santo Spirito, connue pour ses légendes de fantômes et d'esprits errants. L'air y est glacial, et j'ai la sensation d'être observé. Le silence est pesant, brisé uniquement par mes pas résonnant sur les pavés et le ululement lointain d'Aïbou. Je me dirige ensuite vers le Palazzo Vecchio, où l'on raconte que le fantôme de Bianca de Médicis hante toujours les couloirs. En franchissant le portail, je ressens une vague de terreur inexplicable. Je monte les escaliers un à un,
mon cœur tambourinant dans ma poitrine. J'arrive au dernier étage. Je me retrouve dans une pièce sombre et poussiéreuse. Soudain, j'entends un murmure glaçant. J'observe tout autour de moi, mais je ne vois pas un chat. La peur m'envahit et je fuis le Palazzo Vecchio en courant. Je continue ma tournée, visitant des cimetières, des cryptes et des églises hantées. À chaque endroit, ma terreur grandit, me serrant la gorge comme un étau. Vers minuit, je me retrouve sur le Ponte Vecchio, le célèbre pont aux bijoutiers. L'obscurité est totale, et le silence n'est troublé que par le clapotis de l'Arno. Soudain, j'aperçois une silhouette sombre sur le pont. La silhouette s'approche de moi, et je peux distinguer un visage effrayant, pâle et décharné. C'est une femme, vêtue d'une robe noire en lambeaux. Ses yeux vides me fixent. J'étouffe un cri de terreur. La femme s'arrête devant moi et se penche vers moi. Je recule instinctivement, mais elle attrape mon bras avec une force surprenante. Je sens une douleur glacée se propager dans mon corps. Je hurle et cours sans m'arrêter avant d'être en sécurité chez moi. Depuis cette nuit, je ne dors plus. Je suis hanté par les images et les sensations de ma tournée. J'ai compris que je m'étais aventuré dans un monde que je ne connaissais pas. Un monde où l'horreur se cache derrière chaque coin de rue. J'ignore si je retournerai un jour arpenter les lieux macabres de Florence. Mais une chose est sûre, cette nuit-là a marqué à jamais mon âme. Le suiveur de Cracovie. Moi, c'est Katrina, j'ai 17 ans et je vis à Cracovie. Ce soir, je ne suis pas d'humeur à flâner. Je rentre chez moi après un cours de piano qui s'est éternisé. La nuit tombe vite en Pologne et j'ai horreur de prendre le tram seul le soir. Les touristes affluent encore sur la place du marché, admirant les façades gothiques et les tours dressées vers le ciel. Je vais à la station de tram la plus proche de mon lycée. L'air est froid et humide. Il n'y a que quelques personnes qui se pressent vers l'arrêt. Le tram arrive enfin. Ses portes s'ouvrent dans un grincement sinistre. Je monte dans une rame vide et me colle à la vitre, observant les stations défiler les unes après les autres. On n'entend que le grondement du tram. Soudain, les lumières de la rame s'éteignent. Je me retrouve plongé dans une obscurité totale. Ça me fait peur. Je panique un peu, ma respiration s'accélère. J'entends des bruits étranges, des chuchotements, des rires étouffés et des pas furtifs. J'ai l'impression d'être entouré de présences invisibles. La terreur me prend aux tripes. Je ne peux pas fuir. Les portes du tram sont fermées. Après un petit moment plongé dans le noir, une lueur apparaît au bout de la rame. Elle se dirige dans ma direction, lentement. Je distingue une silhouette, enveloppée dans un long manteau noir. Son visage caché dans l'ombre. Quand elle se penche vers moi, je sens un souffle froid me caresser le visage. Et je sens une odeur putride. Ça me glace le sang. Elle se redresse et s'éloigne. La lueur disparaît à son tour. Je suis frigorifié. Je frissonne de tout mon corps. Le tram redémarre enfin et les lumières se rallument. Arrivé à mon arrêt, je me précipite vers la porte et sors en courant, sans même regarder derrière moi. Dès que je rentre, je n'ai pas faim. Alors je file dans ma chambre et me recroqueville sous ma couette. Je suis incapable de dormir. Les images de la silhouette noire, la lueur, l'odeur putride. Je ne peux m'empêcher d'y penser. N'arrivant pas à trouver le sommeil, je me mets à la fenêtre et regarde la ville de nuit. Les lumières scintillantes me fascinent, mais elles ne parviennent pas à chasser la peur qui me ronge. Je me recouche, mais le sommeil ne vient pas. Je tourne et retourne dans mon lit.
obsédé par l'idée de retourner dans ce tram. J'y suis bien obligé pour aller au lycée et pour rentrer. Mais ça me terrifie. Je finis par m'endormir d'épuisement. Mon sommeil est agité, peuplé de cauchemars terrifiants. Le lendemain matin, je suis épuisé, mais je me prépare pour aller au lycée. Je me force à manger, même si je n'ai pas faim. Je quitte la maison et me dirige vers la station. Je marche d'un pas pressé, essayant de ne pas y penser. Le tram arrive quelques minutes plus tard. Je monte, la rame est bondée. Je suis soulagé de ne pas être seul. Je m'assois à une place libre et observe les gens autour de moi. Ils semblent tous si normaux, si paisibles. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Un monde où l'horreur se cache dans les ténèbres. Arrivé au lycée, je respire un grand coup d'air frais, soulagé d'avoir échappé à un autre voyage cauchemardesque. La journée se déroule sans problème. Je me concentre uniquement sur mes cours, mais dès que la sonnerie retentit, j'appréhende directement. Je suis encore plus terrifié qu'hier. Je sais que la silhouette noire pourrait être là, à m'attendre. Je prends à nouveau le tram, les gens descendent et montent. Moi je reste assise à ma place, observant les nouveaux arrivants. Soudain je la vois, la silhouette noire, enveloppée dans son long manteau. Elle se dirige vers moi. Je me lève et je cours vers la porte. J'arrive à temps et je sors de la rame juste avant que les portes ne se referment. Je me précipite dans le café juste en face et me cache. Je suis en sécurité, pour le moment. Mais je sais que la silhouette noire est toujours là, quelque part dans les ténèbres. Elle me surveille. Je ne sais pas quand elle frappera, ni comment, mais je sais qu'elle le fera. Dernière randonnée. Je m'appelle Dan, j'ai 52 ans. Mon histoire, que je décide de raconter aujourd'hui, s'est passée quand j'en avais 25. J'étais quelqu'un de fougueux et assoiffé d'aventure. Les montagnes et leurs paysages sauvages me fascinent. Un jour, j'ai eu l'opportunité de me joindre à une expédition de randonnée, 20 jours dans les montagnes, à quelques kilomètres de chez moi. J'ai donc sauté sur l'occasion. Je me retrouve donc dans un groupe de 7 personnes, un couple, Sally et John, et 4 autres hommes, tous friands de nature extrême, unis par la passion du défi. Notre chef, Stephen, le randonneur le plus expérimenté, nous guide avec assurance. On est tous confiants, prêts à affronter la rigueur de l'hiver. On installe notre camp, la soirée est glaciale, le vent hurle et la neige tombe sans relâche. Dans la nuit, une tempête de neige furieuse nous contraint à lever le camp en catastrophe. On décide de descendre vers la vallée par une crête escarpée, espérant trouver refuge dans la forêt. Mais la tempête fait rage, et la visibilité est nulle. On avance à tâtons, luttant contre le froid et la fatigue. On est tous gelés. Après des heures de marche épuisante, on trouve enfin un endroit plat pour installer notre camp de fortune. Mais la nuit est courte et glaciale. On est tous dans nos tentes respectives, essayant en vain de se réchauffer. Le vent souffle tellement fort que ça en est assourdissant. Au petit matin, on constate l'absence du couple, Sally et John. Inquiets, on part à leur recherche. Mais la tempête avait déjà effacé leurs traces. Après une journée de recherche infructueuse, on rentre au camp, tenaillé par l'angoisse. Les jours suivants, la tempête finit par se calmer. Et on retrouve leur tente, déchirée de l'intérieur, et leurs corps gisent sans vie, en sous-vêtements et complètement gelés. On est traumatisé par cette découverte. La nuit passe difficilement. Je suis hanté par l'image de ce pauvre couple. Mais en me réveillant, je sors de ma tente et découvre qu'il n'y a plus personne. Même pas les tentes. Paniqué, j'hurle leurs prénoms et cours partout. En m'éloignant un peu plus de ma tente, je trouve quelques mètres plus bas, leur corps également gelé et vêtus de manière inappropriée. Leurs visages sont contorsionnés par la douleur et la terreur, leurs yeux grands ouverts, comme s'ils avaient été témoins de l'horreur absolue.
Certains présentent des blessures mortelles, comme des fractures multiples et des lésions internes. Mais la cause de leur mort reste un mystère. Les blessures que certains corps présentent n'ont pas pu être causées par la main d'un homme, aussi fort qu'il puisse être. L'enquête officielle conclut à une force inconnue, mais cette conclusion ne fait qu'alimenter les théories. Certains évoquent une attaque d'animaux sauvages, d'autres une rencontre avec des extraterrestres ou des forces surnaturelles. Depuis ce jour, cet endroit est pour moi un lieu maudit, hanté par les fantômes des randonneurs disparus. Aujourd'hui, alors que je me remémore cette tragédie, je ne peux m'empêcher de frissonner. Ce malheur reste un mystère insondable, un rappel des dangers cachés dans les profondeurs de la nature sauvage. Ce moment, qui devait être un instant de pur bonheur, s'est transformé en cauchemar. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été épargné, et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cette histoire. Mais aujourd'hui, je me sens investi d'une mission, celle de vivre, pour moi, mais aussi pour eux. Nouvelle acquisition. Bonjour, moi c'est Gaël et j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire flippante. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque des travaux de rénovation ont été entrepris dans une vieille maison abandonnée que je venais d'acheter. Cette maison aux volets clos et à l'allure sinistre est depuis longtemps l'objet de rumeurs et de superstitions dans mon village. On raconte que des âmes errantes y hantent les couloirs et que des événements étranges s'y produisent régulièrement. Au milieu des travaux, je vivais déjà dedans à ce moment-là, les ouvriers ont découvert une cave cachée sous la maison. En y pénétrant, ils ont fait une macabre découverte. Les ossements d'une jeune femme, vêtue d'une robe d'époque, gisaient dans un coin, depuis des décennies. À partir de ce jour, une série d'événements étranges et effrayants a commencé à se produire. Des bruits inexpliqués et des objets qui bougent tout seuls. La peur s'empare des ouvriers. Ils sont convaincus que l'esprit de la jeune femme erre encore dans la maison et qu'elle est responsable de ces phénomènes. Moi, j'aime bien tout ce qui touche au mystère et aux légendes urbaines. Je ne crois pas forcément aux fantômes, mais je suis curieuse. Peu après cette découverte, un soir d'Halloween, je décide d'organiser une soirée chez moi, avec mes amis. La nuit est noire et venteuse, et la maison est décorée pour l'occasion. La fête est géniale, tout le monde s'amuse. Mais en fin de soirée, l'ambiance se calme peu à peu. Les discussions se font plus profondes. Soudainement, je sens un frisson glacial me parcourir le corps. L'air devient lourd et oppressant, et j'ai le sentiment d'être observé. À ce moment, je comprends que les phénomènes ne vont pas tarder à commencer. Ça m'étonne, car habituellement c'est en pleine nuit que les choses étranges se manifestent. D'un coup, un bruit sourd retentit dans la maison, comme si une porte claquait. On sursaute, et ils me regardent tous. La peur se lit dans leurs yeux. Des bruits de pas résonnent dans le couloir. Puis une silhouette blanche apparaît devant nous. Elle est floue et transparente, mais on peut clairement distinguer la forme d'une jeune femme. On lâche tous un cri de terreur, surpris par ce que l'on voit. La silhouette fait quelques pas, puis disparaît instantanément. Depuis cette nuit, l'image de cette jeune femme est gravée dans ma mémoire, et je ne peux m'empêcher de penser à son destin tragique. Vieux cinéma. Salut les gars, moi c'est William, j'ai 17 ans. Mon histoire s'est déroulée il y a quelques semaines à Londres, dans un vieux cinéma. J'ai toujours été passionné par l'histoire et les lieux abandonnés. Un jour, j'ai découvert l'existence d'un bâtiment art déco des années 1930, situé dans un quartier malfamé de Londres. Un cinéma, fermé depuis des années. Sa façade décrépie et ses vitrines brisées lui donnent une allure sinistre et glauque. Intrigué par tout ça, je décide de me rendre sur place avec mon pote Luc, un amateur d'urbex comme moi. On n'a aucune autorisation, mais la curiosité est plus forte. On arrive au cinéma tard dans la soirée.
sous la lumière blafarde des réverbères. L'air est lourd et humide, et le silence règne dans les rues désertes. On escalade un mur d'enceinte et on s'aufile par une fenêtre cassée. L'intérieur du cinéma est plongé dans l'obscurité totale. On allume nos lampes torches et on commence à explorer les lieux. La poussière recouvre tout, et une odeur de renfermé envahit l'air. On découvre un immense hall d'entrée, avec un grand escalier menant à la mezzanine. Des affiches de films anciens, jaunies par le temps, sont encore accrochées au mur. On y voit des stars d'une autre époque, souriantes et pleines de vie, comme s'ils étaient figés dans le temps. En avançant dans le cinéma, on ressent une vague de froid glacial. Une angoisse inexplicable s'empare de nous, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. Soudain, on entend un bruit sourd provenant de l'étage supérieur. Un craquement, comme si quelqu'un marchait sur le parquet usé. On échange un regard inquiet, mais on décide de monter sur la mezzanine, malgré la peur. Les marches de l'escalier grincent sous nos pas, amplifiant le silence oppressant qui règne dans le cinéma. En arrivant en haut, on voit une salle immense. Elle est vide et silencieuse. Le projecteur est encore là, recouvert d'une couche de poussière. Alors qu'on observe la salle, nos lampes torches éclairent un mouvement dans l'obscurité. Une silhouette se tient debout au fond de la salle, immobile et sombre. On hurle de terreur et on s'enfuit en courant, dévalant les marches de l'escalier. On n'a jamais su ce que c'était, mais cette image et la peur qu'on a ressentie restent gravées dans ma mémoire. Quelques jours après notre exploration nocturne, j'ai mené des recherches sur l'histoire de ce cinéma. J'ai découvert qu'un incendie avait ravagé une partie du bâtiment et que plusieurs personnes ont péri. Parmi les victimes, il y avait une jeune actrice dont l'esprit, selon la légende, hante encore les lieux. Je ne sais pas si cette légende est vraie, mais je suis convaincu qu'on a vécu quelque chose de paranormal cette nuit-là. Ce cinéma est un lieu maudit, hanté par les fantômes du passé. Cette expérience m'a appris que l'horreur peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Il suffit de gratter un peu la surface pour découvrir les secrets terrifiants qui se cachent dans l'ombre. Si vous avez le courage de vous aventurer dans ce cinéma, n'oubliez pas, l'obscurité n'est pas votre ami. Et si vous entendez un bruit derrière vous, ne vous retournez pas. Rencontre terrifiante. Salut, je m'appelle Léo et j'ai 14 ans. Tout a commencé il y a quelques jours, lors d'une soirée entre potes. On était dans le centre de Londres à profiter de l'ambiance festive de la nuit. On se balade sur Trafalgar Square, admirant les lumières et les animations de rue. Soudain, j'aperçois un groupe de personnes rassemblées autour d'un personnage étrange. Un clown, avec un maquillage macabre et un sourire figé sur les lèvres. Il tient un ballon rouge à la main et semble murmurer des choses incompréhensibles aux enfants apeurés qui l'entourent. Intrigué, je m'approche du clown. Et plus je m'approche, plus je ressens une sensation de malaise. Ses yeux vides et perçants me fixent, et j'ai limite l'impression qu'il peut lire dans mes pensées. D'un coup, il lâche le ballon et éclate de rire. Un rire sinistre et glaçant qui a parcouru la place. Les enfants s'enfuient en courant, paniqués. Moi, je suis paralysé par la peur. Je reste figé sur place. Je remarque que mes potes se sont aussi barrés, me laissant là, seul. Le clown s'approche et avance son visage grimaçant, de plus en plus près du mien. Je peux voir de près son maquillage macabre, les traces de sang qui coulent de ses narines et de sa bouche. Je sens une odeur fétide émaner de son corps, une odeur de putréfaction et de décomposition. Enfin, je trouve la force de m'enfuir, et je cours à en perdre haleine. Je n'ose pas me retourner. L'histoire du clown sanglant s'est rapidement répandue dans tout Londres. Des dizaines de personnes ont affirmé l'avoir vu, toujours dans des circonstances étranges et effrayantes. Certains racontent qu'il kidnappe des enfants.
La police a ouvert une enquête, mais n'a jamais pu retrouver le clown. Les caméras de surveillance ne captent jamais son image. Je vis désormais dans la crainte de le revoir. Chaque soir, lorsque je rentre chez moi, j'ai peur. Je suis hanté par des cauchemars où il me poursuit dans des rues sombres de Londres. Maintenant, je sais que les monstres ne se cachent pas toujours dans la forêt. Sous surveillance. Je m'appelle Ali, j'ai 23 ans. Je vous raconte mon histoire pour exorciser cette expérience. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir l'impression d'être constamment observé. Je me sentais toujours suivi, comme si on me surveillait. Au début, je pense que c'est juste de la parano. Mais les événements étranges se multiplient. Un jour, je trouve une lettre anonyme dans mon casier, avec un message glaçant. « Tu es vraiment jolie, tu sais. » Un autre jour, j'aperçois une silhouette floue qui me suit dans le métro. La peur m'accompagne partout. Je n'ose plus sortir seul et je ne dors presque plus. Un autre jour encore, il y a un bouquet de roses sur le pas de ma porte. Je parle de mes angoisses à ma famille, mais ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que j'étais folle, que mon imagination me jouait des tours. Mais je sais ce que je ressens. Cette présence, sa malice et l'obsession qu'il a pour moi. Je vis dans une terreur constante, attendant le prochain incident qui confirmerait mes pires craintes. Un soir, je décide de me confronter à mon stalker. Je quitte mon appartement tard le soir et je pars me promener dans Times Square, l'endroit où je me sens le plus surveillé. Je marche pendant quelques minutes, en scrutant tout autour de moi avec attention. Soudain, je sens une présence derrière moi, et quand je me retourne, je vois une silhouette sombre. Mon cœur s'accélère. J'avance, déterminé et prêt à l'affronter. Mais la silhouette a disparu, aussi vite qu'elle est apparue. Je suis terrorisé. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je suis folle? Suis-je vraiment traqué par quelqu'un? Je rentre chez moi, complètement perdu dans mes pensées. Mais au moment où j'ouvre la porte, je le sens. Il est juste derrière moi. Il m'attrape par le bras et me pousse à l'intérieur. Je reçois un énorme coup sur la tête. Je titube et tombe à terre, inconsciente. Quand je reviens à moi, il fait jour et je suis seul chez moi. Je suis couverte d'hématomes. Ma tête est en sang et je suis dénudé. J'appelle les secours et je me retrouve à l'hôpital. J'ai subi l'horreur cette nuit-là. Tout ce que j'ai ressenti était bien réel. Je n'ai rien imaginé. Un homme me suivait et malheureusement, il m'a eu. La police a ouvert une enquête, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas retrouvé mon agresseur. Moi, je me soigne, physiquement, mais surtout mentalement. J'ai besoin de temps. Je suis retourné vivre chez mes parents pour me reconstruire. S'il vous plaît, soyez vigilants. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas à l'abri face à la cruauté de certaines personnes. Chute au sommet. Je m'appelle Mino, j'ai 22 ans et j'habite à Séoul, la mégalopole tentaculaire qui ne dort jamais. Ce jour-là, une montée d'excitation m'envahit. Je suis en route pour un des gratte-ciel de Séoul, la Lotte World Tower, la 5e tour la plus haute du monde. Comme prévu, je commence à gravir les escaliers. L'ascension est laborieuse, l'air est lourd et l'odeur de transpiration commence à me chatouiller les narines. Mais je ne lâche pas. Je suis déterminé à contempler cette vue imprenable sur la ville illuminée. Enfin, j'atteins le sommet. La vue est à couper le souffle. Un océan de lumière scintillante s'étend à perte de vue. Je fais quelques photos et savoure ce moment de triomphe. Puis je prends mes jumelles et observe plus en détail tout autour de moi. Jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Une silhouette noire,
Elle se trouve sur le toit d'un immeuble. Je distingue vaguement une forme humaine, immobile. Un frisson d'angoisse me parcourt le dos. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne peux détacher mes yeux de la silhouette. Elle ne bouge toujours pas, mais son immobilité même est glaçante. La peur commence à s'emparer de moi. J'ai l'impression qu'elle me regarde. Soudain, la silhouette se met en mouvement. Elle se déplace lentement, comme un esprit. Elle se rapproche du bord du toit. Mon cœur s'emballe. Que va-t-elle faire? La silhouette se penche au-dessus du vide. Je retiens mon souffle, paralysé par la terreur. D'un coup, je remarque une autre silhouette, plus imposante. Elle se dirige vers la première, qui est toujours au bord de l'immeuble. Dans la panique, je manque de faire tomber mes jumelles, mais quand je regarde à nouveau vers le bâtiment, je me rends compte que la première personne a disparu. Horrifié et interloqué, je me précipite vers les escaliers et appelle la police pour leur signaler ce dont j'ai été témoin. De retour dans la rue, je suis en état de choc. J'ai vu quelque chose d'horrible, je crois. Quelque chose qui me dépasse. Mais lorsque j'arrive aux alentours de l'immeuble, je suis accueilli par un spectacle macabre. La police est déjà là. Des silhouettes blanches s'affairent autour d'un corps gisant sur le trottoir. J'ai la chair de poule. Je comprends que j'ai été témoin d'un événement tragique. Cette vision me hante encore aujourd'hui. La voix. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans. Cette année, c'est le bac, et je suis un peu stressé par les révisions. La nuit est tombée, et je me dirige vers le bus, pressé de rentrer chez moi après une journée épuisante au lycée. La foule grouille, impatiente de rejoindre son chez-soi. Je m'engouffre, essayant de me faire un chemin entre les corps et les sacs à dos. Le bus démarre, et les bruits de la ville s'estompent. Je m'assois à côté d'une femme âgée qui lit un livre avec attention. Je ferme les yeux, essayant de me relaxer malgré l'atmosphère étouffante. Soudain, une voix murmure à mon oreille. Une voix basse, presque inaudible, mais terriblement claire. Ne bouge pas. Je me fige. La femme âgée me regarde avec un sourire énigmatique, mais ses yeux brillent d'une lueur inquiétante. Tu l'as entendu aussi? Je hoche la tête, tremblante. La voix a disparu, mais la terreur s'est installée. Je me sens observé. Le bus continue son trajet. De nouvelles personnes montent et descendent. La voix, elle, ne revient pas. Pourtant, la sensation d'être surveillé ne me quitte pas. Je me rapproche de mon arrêt, et un espoir fragile naît en moi. Mais soudain, la voix retentit à nouveau. Cette fois plus forte, plus menaçante. Je suis toujours là. Je me lève brusquement, paniqué. Les gens s'écartent de moi, comme si j'étais une pestiférée. Je les bouscule, me frayant un chemin vers la sortie. Je sors enfin, mais la voix est toujours là. Elle me suit et me murmure des menaces à l'oreille. Je cours, et je ne sais plus où je vais. Je ne pense à rien d'autre qu'échapper à cette voix terrifiante. Je me perds dans les rues sombres de Bruxelles, tournant en rond, paniqué. La voix semble s'éloigner, puis se rapproche d'un coup, jouant avec mes nerfs. Dans mon affolement, je me retrouve sur une place éclairée, où des gens discutent et rient. La voix a disparu. Je m'effondre sur un banc, épuisé et terrorisé. Mais le traumatisme est là, gravé à jamais dans mon esprit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai vu personne. Mais la voix était bien réelle. J'ai peur, et je suis hanté par cette voix, par ce sentiment d'être observé, par cette menace invisible qui plane sur moi. Est-ce que je deviens folle? Je n'ai pas vécu une autre situation de ce genre depuis. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier ce qui s'est passé. Un regard dans le rétro.
Moi, c'est Liam. J'ai 19 ans et je suis assis dans ma voiture, prêt à rentrer chez moi, après une nuit mouvementée avec mes potes. La musique hurle dans l'habitacle, masquant le bruit de la circulation. Je roule tranquillement, profitant de la fraîcheur nocturne, quand soudain, un sentiment de malaise m'envahit. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, mais il n'y a rien d'autre que les phares des voitures derrière moi. Je me force à ne pas y penser, mais la sensation persiste. Je roule plus vite, espérant rentrer chez moi plus vite et m'enlever cette impression bizarre. Mais plus j'accélère, plus le malaise grandit. Je regarde à nouveau dans le rétro, et cette fois, je les vois. Des yeux blancs et perçants qui me fixent depuis la voiture derrière moi. Mon cœur s'emballe. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je serre le volant, paniqué, et regarde encore, espérant avoir halluciné. Mais les yeux sont toujours là. Je ne sais pas quoi faire. Appeler la police? Ils ne me croiraient jamais. Fuir? Mais où? Je décide de ralentir, espérant que la voiture me dépasse. Mais non, elle reste derrière moi, collée à mon pare-choc. Les yeux me fixent toujours, perçant presque mon âme. La panique me consume. Je ne peux plus respirer. Je n'ose plus regarder. Soudain, un choc violent. La voiture derrière moi me percute, me faisant dévier de ma trajectoire. Je perds le contrôle et m'écrase contre un mur. Je suis sonné, mais vivant. J'ouvre les yeux, tremblant, et regarde derrière moi. La voiture est partie, les yeux aussi. Je suis en état de choc, incapable de bouger. Je reste assis là, dans ma voiture accidentée, stressé et abasourdi par ce qu'il vient de se passer. Je ne sais pas ce que c'était. Une hallucination, un cauchemar éveillé, ou quelque chose de plus sinistre. Quelques jours se sont écoulés depuis l'accident. Ma voiture est à la casse, et moi, je suis cloué au lit avec une commotion cérébrale et une côte fêlée. Mais impossible pour moi de chasser ces yeux blancs de ma tête. Mes potes me prennent pour un taré. Mais comment leur expliquer l'inexplicable? La police, elle, n'a rien trouvé. Pas de trace de la voiture qui m'a percuté. Pas de témoin, rien. C'est comme si la nuit l'avait absorbé. Maintenant, chaque bruit de moteur me fait bondir. Je scrute ma rue en permanence. Ce qui est certain, c'est que cette nuit a changé ma vie à jamais. Je ne regarderai plus jamais dans le rétro sans une vague d'angoisse et la peur de croiser à nouveau ses yeux blancs. Excursion. Je m'appelle Aurélia. Je suis une étudiante passionnée par la culture japonaise. Mon rêve, vivre une année d'échange au pays du soleil levant. Aujourd'hui, ce rêve devient enfin réalité. Me voilà à Tokyo, prête à découvrir les merveilles de cette mégalopole fascinante. Mon programme est chargé, visite de temples ancestraux, cours de langue, exploration des quartiers animés. Mais ce qui m'attire le plus, ce sont les légendes urbaines qui entourent la ville. J'adore frissonner devant les histoires paranormales et les yokai, ces créatures issues du folklore japonais. Un soir, alors que je me promène dans le quartier de Shinjuku, je tombe sur une agence de visite guidée un peu particulière. Elle propose des excursions dans les lieux les plus hantés de Tokyo. Intrigué, je décide de m'inscrire pour la visite de la maison hantée de Aokigahara, une forêt située au pied du mont Fuji, réputée pour être l'un des endroits les plus effrayants du Japon. Le lendemain matin, un groupe de touristes se réunit devant l'agence. Notre guide, un vieil homme au regard intense, nous explique que la maison hantée est une ancienne demeure abandonnée, théâtre de nombreux événements tragiques. Les âmes des défunts y erraient encore. Nous embarquons dans un bus qui nous conduit vers Aokigahara. La forêt est dense et sombre. Les arbres centenaires se dressent comme des silhouettes menaçantes. L'air est lourd et silencieux.
à peine troublé par le chant des oiseaux. Après une longue marche, nous arrivons enfin à la maison hantée. C'est une bâtisse en bois vermoulu, à la peinture écaillée. Elle se dresse au milieu d'une clairière. Le silence est total. On n'entend même pas le vent dans les arbres. Le guide nous ouvre la porte et nous invite à entrer. L'intérieur de la maison est sombre et poussiéreux. Une odeur de renfermé et de moisissure nous prend à la gorge. On avance prudemment dans les couloirs, nos lampes torches éclairant les pièces vides et décrépies. Soudain, un bruit retentit dans la maison. On regarde autour de nous, mais on ne voit rien. Mais l'atmosphère devient plus pesante, comme si on était observé. Un à un, les membres du groupe commencent à paniquer. Certains entendent des voix chuchotantes, d'autres sentent une caresse glacée sur leur nuque. Je ne suis pas épargné. Une sensation de froid intense me traverse le corps. Dans une pièce sombre, on découvre une vieille poupée en porcelaine, une geisha. Elle gît sur le sol et une étrange énergie émane d'elle. Mais je ressens une irrésistible envie de la toucher. Je tends la main vers la poupée, mais à peine mon doigt la frôle que je suis assailli par une vague de terreur. Des images terrifiantes me traversent l'esprit. Des visages tordus et des rires inquiétants. Je recule, terrifié. Ne pouvant plus tenir dans cette atmosphère oppressante, on se précipite vers la sortie. La maison semble se refermer sur nous. Enfin, on sort de la forêt. On est épuisé et encore sous l'effet de l'adrénaline. Jamais je n'ai vécu une telle expérience. De retour à Tokyo, je ne parviens pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. La nuit, je fais des cauchemars terrifiants. Je revois la maison, la poupée et les visages tordus. Mon sommeil est perturbé et je sens une fatigue chronique s'installer. Mes amis d'échange s'inquiètent de mon état. Je suis pâle, nerveuse et je ne parviens plus à suivre les cours. J'ai fini par rentrer en France car j'avais trop peur là-bas. Depuis, je vais mieux, comme si l'éloignement physique de cet endroit avait aussi mis une distance avec mes cauchemars. Le square. Je m'appelle Mia, j'ai 16 ans. Là, je suis coincé. Depuis plus d'une demi-heure, je marche seul dans les ruelles sombres de ma ville. Et la peur m'accompagne à chaque pas. Je me sens observé, traqué, comme si quelqu'un me guette. Je rentre chez moi après une journée qui, je l'avoue, s'est prolongée jusque tard chez ma meilleure amie. À cette heure-ci, il n'y a plus de bus. Alors pas le choix, je marche, en profitant de la nuit fraîche et du calme de la ville. Au début, je ne remarque rien de particulier. Juste le silence habituel des rues, quelques chats errants et le bruissement des feuilles dans les arbres. Mais plus j'avance, plus une sensation de malaise s'empare de moi. J'ai l'impression d'être suivi. Je me retourne souvent, scrutant le moindre recoin, mais je ne vois rien, à part l'ombre des réverbères. J'essaye de me rassurer, en me disant que mon imagination ou la fatigue me joue sûrement un tour. Mais au fond de moi, je sais que quelque chose ne va pas. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Un pas feutré, presque imperceptible. Je m'arrête un instant, mon cœur battant à 100 à l'heure. Je me retourne, mais toujours rien. Je reprends ma marche, mais la peur, à ce moment-là, ne me lâche plus. Je marche de plus en plus vite, presque en courant, espérant arriver rapidement à la maison. Puis j'aperçois une lumière au loin, un lampadaire qui éclaire un petit square. Je cours vers lui, mais plus je m'approche, plus la lumière semble s'éloigner. C'est comme si je marchais sur place, piégé dans une boucle infinie de terreur. Je suis fatigué, terrifié, et je ne sais plus quoi faire. Soudain, je sens un souffle dans mon cou. Je me retourne d'un coup, et je vois une silhouette sombre,
Une grande silhouette, menaçante, qui me fixe avec des yeux jaunes et brillants. Je pousse un cri et je m'enfuis en courant, sans savoir où je me dirige. Je cours jusqu'à ne plus pouvoir respirer, jusqu'à tomber par terre, à bout de souffle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, étalé sur le sol froid. Mais lorsque je retrouve finalement mon souffle, la silhouette n'est plus là. Je me relève, tremblante, et je regarde autour de moi. Je suis toujours dans le square, mais l'atmosphère semble plus douce, plus rassurante. Je reprends ma route avec prudence et à l'affût de tout ce qui m'entoure. Je n'ai plus entendu de bruit, ni senti de présence menaçante. Mais la peur était toujours là, tapie au fond de mon cœur. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi sans encombre. Mais je sais que je n'oublierai jamais cette nuit-là. Cauchemar éveillé. Yo les amis, j'ai vécu un truc de ouf l'autre soir. Genre un truc qui me hante encore maintenant. Je suis seul chez moi en train de mater un film sur Netflix quand j'entends un bruit bizarre dans la rue. Au début, j'y prête pas trop attention. Mais le bruit continue, de plus en plus fort. Je décide de me lever pour voir ce qui se passe. Je colle mon œil à l'œilleton de ma porte et j'aperçois une silhouette dans la pénombre. Un grand mec, avec une démarche chelou. Il a un sweat et la capuche sur sa tête. Il se balade dans la rue, d'un pas lent et furtif. Il s'arrête devant chaque porte, comme s'il cherchait quelque chose. Je coupe la télé, éteins la lumière, vérifie que tout est bien fermé, et je retourne observer la scène. À un moment, il se tourne vers ma porte d'entrée, et la fixe comme s'il pouvait me voir à travers. Ça me fout la chair de poule. Je monte dans ma chambre et me cale dans mon lit, le cœur battant la chamade. Les heures passent et je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que le mec me surveille toujours. J'imagine son visage caché sous sa capuche. Stressé, je finis par me lever et je regarde par la fenêtre. Il est toujours là, dans la rue, immobile. J'appelle la police, mais quand ils arrivent, ils ne trouvent rien. Ils me rassurent et s'en vont. Les jours suivants, je continue à voir le mec dans la rue. Il me suit partout où je vais, mais toujours à distance. Je me sens de plus en plus oppressé. J'ai l'impression d'être parano. Je commence à faire des cauchemars de plus en plus horribles, où le mec me poursuit dans des labyrinthes sombres. Je me réveille en sueur, terrifié. Un soir, j'en ai marre. Personne ne semble le voir et on ne me croit pas. Je décide de surmonter ma peur. J'attrape ma batte et je sors dans la rue. Le mec est là, comme d'habitude. Je m'approche de lui, prêt à en découdre. Mais quand je regarde son visage, je manque de m'évanouir. Il n'a pas d'yeux. À la place de ses orbites, il y a 2 trous noirs béants. Sa bouche est grande ouverte et un son sort de sa gorge. J'hurle de terreur et me précipite chez moi en m'enfermant à double tour. Heureusement, depuis cette nuit-là, je n'ai pas revu le mec. Mais je n'oublierai jamais son visage et ce son. Je vis quand même dans la peur constante. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il existe, quelque part dans l'ombre. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.